Je commencerai juste par rappeler que le jeûne du mois de Ramadan, c'est une prescription divine pour nous les musulmans et que c'est un des 5 piliers de l'islam. Donc c'est ce qui fait que c'est un mois béni et tout le monde, que ce soit les malades ou les non-malades, en fait, en général, tous les musulmans essaient de tout faire pour gagner le maximum de points durant ce mois-là. Même si des fois, il y a des personnes qui n'ont pas les capacités physiques ou même intellectuelles de faire cette prescription divine. Parce qu'en fait, l'objectif ou les objectifs de cette prescription, c'est essentiellement atteindre une piété, mais également apprendre à vivre solidaire avec les autres musulmans en connaissant la privation, ce qu'est la privation, mais aussi ce qu'est l'endurance. Comme en général, troisième point, troisième objectif aussi pour ce jeûne du mois de Ramadan, c'est aussi purifier son corps. Et purifier le corps aussi au niveau médical, le jeûne aussi a montré à travers beaucoup d'études sa pertinence, en fait la pertinence du jeûne, que ce soit du mois de Ramadan ou le jeûne en dehors du mois de Ramadan, comme étant quelque chose qui aide à détoxifier, si on peut utiliser ce mot-là, le corps. Donc c'est pourquoi l'alimentation joue un rôle essentiel, parce que la santé est étroitement liée à l'alimentation. L'alimentation, c'est ce qui nous permet de subvenir à nos besoins nutritionnels, que ce soit les besoins énergétiques, mais aussi les besoins non énergétiques qui sont représentés par les apports en micronutriments, c'est-à-dire les sels minéraux, les vitamines, c'est-à-dire les petites substances qui aident notre corps à fonctionner. Et les macronutriments, c'est les glucides, c'est-à-dire les sucres. Les lipides, c'est les graisses, mais aussi les protéines. Donc c'est par l'alimentation qu'on a tous ces substrats qui aident notre corps donc, à se construire progressivement, donc quand on est jeune, et donc à la croissance. C'est ce qui permet l'entretien de notre corps. Et c'est ce qui permet aussi, à travers l'entretien, de réparer aussi les dégâts qui sont dans le corps. Donc en permanence, il y a de la construction, il y a de la destruction dans notre corps. Et quand il y a la destruction, il y a aussi des résidus, en fait, des substances qu'on appelle souvent les radicaux libres, qui sont libérés. Et parfois, il suffit qu'il y ait un déséquilibre au niveau des antioxydants, qu'on appelle aussi les antiradicaux libres, pour qu'il y ait un stockage de surplus de produits toxiques, entre guillemets, dans notre corps. Et il se trouve que si on régule tout cela par une alimentation équilibrée, mais aussi par des périodes de repos, ou en fait repos, entre guillemets, c'est-à-dire ne pas trop grignoter, ça permet aussi le corps à se reposer et à se réparer, à se fabriquer, si on peut dire, à se constituer normalement. Et c'est ça l'équilibre homéostatique, c'est-à-dire l'équilibre de notre corps. Et le rôle de l'alimentation, donc, à part ces apports-là que je viens de dire, les apports en macronutriments et en micronutriments, c'est ce rôle-là qui doit se poursuivre aussi durant le mois de Ramadan. Ce mois-là n'est pas un mois aussi de récupération de tout ce qu'on n'arrive pas à manger dans la journée, parce que c'est une période de jeûne qui dure le plus souvent plus de 10 heures sous nos tropiques, parfois même 15 heures, ou même au-delà, hein, ça dépend des pays, mais en moyenne, chez nous, c'est plus de 12 heures. Et donc, c'est 12 heures de privation en alimentation et en hydratation. Donc, le moment de la rupture de jeûne ne doit pas être un moment de récupération de tout ce qu'on n'a pas pu manger durant toute cette période de jeûne. Donc, nous, ce qu'on conseille, c'est de garder les deux principaux repas de la journée. C'est-à-dire le repas du matin et le repas du soir. Le repas avant le lever du soleil et le repas au crépuscule, après le coucher du soleil. Parce que le jeûne est prescrit le jeûne musulman est prescrit sur cette durée-là. Donc, il faut
tenir compte de cette prescription-là, qui est une prescription divine et qui nous incite à manger le matin et à manger le soir. Donc il ne faut pas... en fait, ce que je conseille toujours, c'est de ne pas essayer de jouer au héros en disant que je ne mange pas le matin, mais je vais manger que le soir. Il faut manger le matin et le soir. Parce que le matin, ça permet d'apporter de l'eau, déjà, pour toute la journée, mais aussi d'apporter des calories, c'est-à-dire du carburant à cette merveilleuse machine qu'est l'être humain, pour pouvoir fonctionner dans la journée, pour que la personne puisse continuer à travailler, parce que jeûner ne veut pas dire aussi rester, ne rien faire. Donc la personne doit continuer à travailler, à fonctionner, à entretenir sa maison, à aller à son travail, etc. Donc ce qu'on mange le matin va nous aider à tenir la journée. C'est-à-dire, dans ce cas-là, il faut manger quelque chose qui ne va pas être digéré très vite, qui ne va pas être digéré vers 10h, 11h, et après on est en hypoglycémie tout le reste de la journée. Non, il faut manger quelque chose qui va aider la personne à tenir sur plusieurs heures. Et les principales sources d'énergie, c'est les glucides et les lipides. C'est-à-dire les sucres, si on peut dire comme ça. Les sucres, ce n'est pas forcément ce qui est sucré, mais c'est ce qui vient des végétaux. Et les lipides, c'est-à-dire les graisses. Les sucres, il y a en général deux catégories de sucres, de familles de sucres. C'est les sucres à index glycémique faible et les sucres à index glycémique élevé. C'est ce qu'on appelait à un moment donné les sucres rapides et les sucres lents. Les sucres qui sont lents, en fait, ou à index glycémique faible, ce sont les sucres qui proviennent essentiellement des légumes, mais aussi des légumineuses. Les légumineuses, c'est les niébés, les petits pois, les lentilles et tout ce qui ressemble à ça. Les légumineuses ont en général un index glycémique très faible et ça apporte aussi des glucides. Mais ça apporte aussi beaucoup de fibres. Et ce sont ces fibres-là, surtout, qui retardent la vitesse de digestion de cette famille de sucres. Contrairement à ce qu'on a dans les céréales, surtout qu'en général, les céréales c'est souvent ultra raffiné. En fait, c'est en général même de la farine, hein, comme si nous voyons la farine de blé. Avec cette farine, on fabrique du pain, etc. Et le riz aussi, ça fait partie de cette famille, c'est les céréales, le maïs et le mil. Donc, les céréales, ça se digère très vite, surtout s'ils sont cuits, parce que c'est de l'amidon qu'on a dans les céréales. Mais aussi, ce qu'on appelle les tubercules, on trouve aussi de l'amidon dans les tubercules. Les tubercules, c'est le manioc, les pommes de terre et tout ce qui ressemble à ça, patates, etc. Les céréales et les tubercules contiennent beaucoup de sucre, surtout s'ils sont raffinés, ultra raffinés, cuits. Et si on mange que ça va faire monter la glycémie très rapidement. Ça veut dire que la personne va être rassasiée, mais elle va avoir faim très rapidement. Donc c'est pourquoi il faut créer des astuces. C'est-à-dire si au moment à l'aube, au moment du khid, on ne peut pas avoir faim très rapidement en milieu de matinée. Donc il est conseillé si on mange des céréales, d'y associer, s'il le faut, quelque chose de gras. Par exemple, quelqu'un qui mange du couscous, y associer du lait caillé, en fait du lait. On peut aussi y mettre, par exemple, des fruits qui ont des fibres. Essentiellement, les fruits secs, c'est le plus souvent ce qu'on utilise, les raisins secs ou bien des dattes, hein, qu'on peut couper en petits morceaux. À défaut, on peut manger ce qui restait aussi du repas du soir. Parce qu'en général, c'est du riz, mais avec du gras, avec des légumes, etc. Si c'est quelqu'un qui veut manger aussi des plats de type occidental, on peut manger des légumes, hein, des légumes qui peuvent être des salades, des haricots, etc. Et manger du poisson, de la viande ou quelque chose qui est apparenté, par exemple les œufs, etc. Donc tout ça, si on le mange avec du pain, c'est différent de quelqu'un qui mange son pain avec du quinqueliba ou avec du lait. Ça va se digérer très vite. Donc même si la personne préfère manger du pain,
ben, on peut utiliser ce pain-là en mettant à l'intérieur du thon ou des sardines ou mettre du ndambé, etc. Donc ça aide à tenir une bonne partie de la journée. Sans pour autant manger des quantités énormes, sans pour autant vouloir récupérer 2 repas dans la journée. Donc on mange peu, mais on mange quand même quelque chose de consistant et qui va éviter l'hypoglycémie. Et le soir, quand on mange, ben, il ne faut pas oublier aussi de boire. Hein. Et là, je rappelle aussi que quand on boit beaucoup de thé ou de café ou de quinquilibre, ces aliments, en fait, certes, c'est des apports hydriques, mais en même temps, ce sont des boissons qui sont aussi, en même temps, qui font un effet diurétique, c'est-à-dire qui font pisser la personne. Donc, on urine beaucoup plus que d'habitude, donc du coup, on a soif. Donc, il vaut mieux, par exemple, boire du lait, c'est mieux. Bon, sinon, si c'est du quinquilibre, bon, ajoutez quand même du lait. Voilà. Mais en tout cas, ce sont des astuces qu'on peut faire, tout en mangeant équilibré. Et le soir, il est conseillé de manger équilibré. C'est-à-dire ne pas manger tous les soirs la même chose. Hein. C'est ce qu'on voit dans certaines familles qui mangent tous les soirs, durant tout un mois, du thiabouyen. Sans aucune variation. Et ça, c'est le plus souvent, c'est sous la dictature du père de famille qui veut ça et tout le monde va se plier. Même si c'est du thiabouyen tous les jours, tous les soirs, on peut varier. On peut mettre une sauce. Donc, on peut avoir le même plat et chacun va ajouter des choses comme par exemple une sauce ou on peut mettre du niabé de temps en temps. On peut aussi mettre, si c'est du thiabouya par exemple, ajouter des petits pois. Ça va ralentir la digestion et la personne va manger équilibré. Parce que manger équilibré, c'est avoir des céréales, mais aussi avoir des légumes, avoir de la viande ou du poisson. Le poisson, c'est encore mieux. Et manger des légumes aussi, si à défaut on ne mange pas suffisamment de légumes, avoir aussi suffisamment de fruits. Et quand on parle de fruits, ce n'est pas forcément les fruits qui viennent de l'Occident, c'est-à-dire les fruits qui viennent de l'étranger. C'est quelque chose qui est très récent dans l'histoire de notre pays. Chaque pays, avant qu'il y ait la mondialisation, mangeait les fruits qui poussaient dans sa région. Donc on peut bien manger les fruits qu'on a à disponibilité dans nos régions. Là où on habite, on peut manger ce qu'on a. Je rappelle que les soupes, sedem, ditar, etc., tout ça, c'est des fruits. Comme les pommes, poires, raisins, etc. Donc chacun doit manger ce qu'il a à sa disponibilité.